Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons, afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast ? Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain. Les Pieds dans Demain commencent à devenir une grande famille et cela me réjouit. Un grand merci à Sophie qui m'a permis de rencontrer Vincent et de vivre un moment si privilégié. Les personnes inspirantes attirent les personnes inspirantes et au milieu de tout cela, il y a moi, micro en main, qui capte ces instants de réflexion et de vie. Si c'est pas le bonheur, ça y ressemble, comme dirait une grande dame. Vous entendrez assez régulièrement pendant l'épisode une sonnerie de fin de cours. C'est un moyen de vous immerger avec moi dans l'ambiance d'un lycée hôtelier. Le lycée justement dans lequel Vincent a étudié. J'espère que vous apprécierez retourner sur les bancs de l'école avec les pieds dans demain. Depuis que j'ai rencontré Vincent, je comprends encore mieux l'expression « alignement des étoiles ». Quand il regarde tout le chemin parcouru, il comprend que rien n'a été mis au hasard sur sa route. Comme j'aime souvent le dire, « life is bien faite ». Vincent est né à Amiens dans une famille modeste. Comme il le dit très bien, dans la tablée des chefs, il y a toute sa vie. Il a fait ses études dans l'hôtellerie-restauration, puis a fait son service militaire comme maître d'hôtel au service d'un général. De ces deux expériences, il retiendra la précision et le sens du service. Il a travaillé ensuite dans plusieurs restaurants où il a côtoyé les plus grands. Il a fait de l'événementiel, mais aussi de la vente. Comme quoi, quand on a envie et que l'on est curieux, tout est possible. Toutes ces expériences l'ont mené vers l'envie d'avoir plus d'impact dans la vie des autres. Et il revient donc à ses premières amours, la gastronomie, l'hôtellerie et le service, au service des autres. Il crée donc l'antenne française d'une association québécoise, la Tablée des Chefs. Profitez-en pour aller en découvrir plus sur cette association. Clairement, ça vous mettra l'eau à la bouche. Vincent a faim. Faim d'aider les autres, faim de sens, faim de vivre. Aujourd'hui, il est en parfait accord avec lui-même. Il a, comme il le dit, trouvé sa mission. Sujet cher à Samtou si vous avez écouté l'épisode précédent. Allez, venez. En plus de mettre les pieds sous la table, on va mettre les pieds dans demain avec Vincent. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous recevoir pour ce nouvel épisode Les Pieds dans demain. Alors dans un endroit un peu particulier, puisque nous sommes au lycée La Haute-Oie, qui est un lycée hôtelier à Amiens, et j'ai la chance de recevoir Vincent. Alors Vincent, il a commencé à me raconter sa vie. Vous pourrez l'écouter en introduction de cet épisode. Vincent, sans plus attendre, on va vraiment mettre les pieds dans demain à partir de maintenant. C'est quoi ton sujet du moment ? Mon sujet du moment, en fait, je peux en avoir deux. Ça commence, on lui donne le bras, il prend tout. Je suis désolé. Mon sujet du moment, c'est de sortir de la pandémie. Je veux dire, c'est quand même un truc qui me touche beaucoup, qui me touche vraiment d'ailleurs, parce que j'ai eu le Covid il y a quelques semaines. Ça bouscule trop de choses. Alors ça bouscule les choses, et je pense qu'on pourra en tirer bénéfice plus tard, et on pourra... Voilà, il y a des choses qu'on va retenir de tout ça, il y aura du positif là-dedans, mais bon, là, on commence à trouver le temps. Donc ça, c'est un peu une de mes priorités, mais malheureusement, je ne suis pas acteur là-dedans. Je vis ça en spectateur. Donc je suis un spectateur qui a envie de voir le clap de fin, quoi. Voilà, donc ça c'est pour la première chose qui me préoccupe en ce moment. Et puis après, il y a une autre chose qui est plutôt une actualité pour nous. C'est-à-dire que je m'occupe d'une association qui s'appelle la Tablée des Chefs. Et la Tablée des Chefs, c'est une petite association, mais qui travaille comme les grandes. On essaie vraiment d'avoir le maximum d'impact sur deux missions qui nous tiennent vraiment à cœur. C'est nourrir les plus démunis et éduquer les générations futures à une bonne alimentation. Un sujet que tout le monde ne peut qu'apprécier. Et donc, du coup, dans le cadre de notre mission, on a un événement annuel qui s'appelle la Semaine des écoles hôtelières. Mais en fait, comme quand on m'en donne une, il m'en faut deux, j'en prends deux. Effectivement, c'est 2 semaines aussi. La Semaine des écoles hôtelières est devenue 2 semaines. Et en fait, pendant ces 2 semaines, on cuisine avec les futurs chefs et les futurs professionnels pour l'aide alimentaire grâce à des partenaires. Donc là, on est à mi-parcours. Et l'an dernier, déjà, à mi-parcours, on avait été stoppé par le confinement. Parce que c'était au mois de mars, donc on avait 70 lycées hôteliers, on s'était arrêté à 35, c'était déjà pas mal. Et là, on écoutait on regardait la télé jeudi, là, quand il y a eu les annonces, on se disait, mais est-ce qu'on va pouvoir aller au bout du projet ? Alors les jauges sont à 50% dans les lycées, mais on va pouvoir aller au bout du projet, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et donc du coup, c'est un peu, mon occupation d'aujourd'hui, c'est celle-ci, pour que ça se passe bien, que tous les lycées aient les matières premières pour cuisiner, que tout roule pour le mieux. Et donc on va aller au bout de l'objectif, c'est sûr, avec 56 lycées participants, 1300 jeunes à travers toute la France. Pour la première fois, on est en plus super content
dans des endroits qu'on oublie trop souvent et qui ont, pour le coup, une précarité alimentaire vraiment démente. C'est les pays d'outre-mer, hein. Donc on est à Mayotte, on est en Guyane et on est aussi en Martinique, donc c'est une première et c'est vraiment, vraiment chouette. Et donc voilà, on va cuisiner 20 000 plats et des plats de très haute qualité nutritive, hein. Alors du plat végé, parce que voilà, mais voilà, donc c'est vraiment chouette. Et tout ça, ça va venir soutenir l'aide alimentaire. Et voilà, sans prendre trop de temps, juste pour dire aussi que évidemment cette action, reliée à la crise qu'on vit aujourd'hui, hein, sur l'aide alimentaire, on a 40% de bénéficiaires de l'aide alimentaire supplémentaire depuis un an. Et dans ces 40%, il y a une part extrêmement importante d'étudiants, donc je trouve ça vraiment, moi ça me touche au cœur. Ces jeunes qui cuisinent pour d'autres jeunes qui leur ressemblent. Et puis on a aussi des travailleurs précaires de l'hôtellerie et de la restauration. Hein, moi c'est un milieu que j'ai beaucoup fréquenté. Si vous voyez par exemple les traiteurs, beaucoup de personnes extra qui depuis un an n'ont pas pu cumuler de points, etc. et qui aujourd'hui se retrouvent en fin de droit. Souvent c'est des couples, hein. C'est-à-dire que l'homme et la femme travaillent dans ces métiers-là, avec des enfants. Donc il y a vraiment, c'est un désastre économique sans précédent. Et donc du coup, que ces jeunes-là, cette génération future se mobilise, cuisinent pour des jeunes qui leur ressemblent, cuisinent pour des professionnels auxquels ils vont ressembler bientôt, moi je trouve que ça a beaucoup de sens. La boucle est bouclée, et en effet, c'est... La nourriture, tout ça, c'est quand même des valeurs fondamentales en France. Donc c'est top qu'on arrive à créer du sens. Voilà, puis essentiel, je veux dire, tout le monde mange, hein, donc essentiel. Et je pense que, alors moi je l'ai découvert un peu au fur et à mesure d'avancée de mon engagement, mais autour de la nourriture, il y a tellement de choses, tellement de messages à passer, il y a tellement d'impact. Alors on parle souvent du social, mais on parle aussi beaucoup de l'environnement, nous dans l'association, et autour de l'alimentation, l'impact environnemental de notre alimentation et du choix de notre alimentation est extrêmement importante. Donc je veux dire, si tous les Français, et plus encore partout dans le monde, on prenait conscience de ça, la Terre s'en porterait beaucoup mieux. Clairement. Quels sont justement, toi, les sujets auxquels tu aimerais t'intéresser encore plus demain ? Les sujets auxquels je m'intéresse déjà à beaucoup de sujets. Mais c'est vrai que, au départ, moi, mon engagement, il était sur un constat sur le gaspillage alimentaire auprès des hôteliers et des traiteurs. En disant, il faut régler ce problème du gaspillage alimentaire, il faut qu'on puisse récupérer les surplus plutôt que de les mettre à la poubelle et les distribuer à des gens qui ont faim. Et puis après, toujours pareil, avec comme colonne vertébrale l'alimentation, en fait, je me suis rendu compte que, bien sûr qu'il y avait d'autres choses et d'autres problématiques qu'on pouvait soulever et qui pouvaient m'interpeller. Donc il y a eu d'abord ce gaspillage alimentaire, puis il y a eu, comme on a, et c'est le même cheminement que Jean-François Archambault, qui est le fondateur de l'ASSO au Canada, c'est-à-dire qu'en fait, on lutte contre le gaspillage alimentaire, puis après on se dit, une question ou une réponse amène une autre question et peut-être une autre réponse ou à envisager une autre réponse. Donc là, ça a été de se dire, oui, mais le meilleur gaspillage, c'est quand même celui qu'on ne fait pas. Et pour ne pas gaspiller, qu'est-ce qu'il faut comme outil pour ne pas gaspiller ? Il faut savoir un petit peu cuisiner. Ok. Et puis vers qui on va les cuisiner ? On va les cuisiner plutôt vers les générations futures, parce que les générations futures, les enfants, c'est la porte d'entrée dans la famille. On a tous connu des enfants qui nous ont dit « Attends papa, jette pas ton papier par la fenêtre », etc. Mais je veux dire, pour éduquer, en passant par les jeunes, il n'y a rien de mieux. Donc l'idée, ça a été celle-là, c'était d'aller vers ces jeunes pour les sensibiliser, faire des cours de cuisine avec eux et les sensibiliser à une bonne alimentation. Et puis après, dans ce programme-là, les thématiques qui sont abordées par le prisme de l'alimentation, c'est absolument incroyable. Moi, je le vois aujourd'hui. Du coup, on se pose des questions. Quand on parle poisson, on se pose des questions sur les ressources et la pêche durable. Donc on va parler poisson. Donc quand on parle alimentation, on parle gaspillage, donc on va aussi parler de ça. Mais le gaspillage aussi, on peut se poser des questions. Le gaspillage, c'est pas que la nourriture, c'est aussi le gaspillage qui est derrière, c'est qu'il y a du gaspillage caché. C'est-à-dire que quand on mange des tomates en plein hiver qui poussent sous serre, etc., il y a un gâchis énergétique monstrueux. Donc voilà. Donc en fait, tous les jours, je me trouve un nouveau combat rattaché à l'alimentation, c'est que je m'éloigne jamais de ça. Mais en fait, je me rends compte d'un truc que c'est quelque chose, c'est absolument tentaculaire. Mais voilà, donc je ne sais pas. Dans nos ateliers, par exemple, je le sais, je m'en suis rendu compte, on va développer la mixité sociale, déjà, parce qu'on va faire se rencontrer des chefs ou des personnalités. Voilà, il y a des rencontres improbables. C'est-à-dire que
quand on fait nos brigades culinaires et qu'à la fin il y a un défi final et on fait venir un grand jury, moi j'ai le souvenir, et c'est vraiment ancré dans mes mémoires, on était dans un collège à Ham, dans la Somme, dans les Hauts-de-France, au milieu des champs de patates. Pour le coup, c'est vraiment un peu pas plus rural, un collège un petit peu en béton, dans son ciel gris, dans sa morne plaine, on va dire. Mais en fait, c'est pas ça, il y a beaucoup de richesse. Moi, ces jeunes-là, j'ai beaucoup d'affection pour eux. Et sur le défi final, on a fait venir Jean-François Gérardin, qui est président des meilleurs ouvriers de France, Guillaume Gomez, qui est notre parrain et qui était jusqu'à encore 15 jours chef des cuisines de l'Élysée et qui aujourd'hui est ambassadeur de la gastronomie auprès du président de la République, et Brigitte Macron. Donc voilà, alors je dis, voilà, donc, et à la fin du défi, quand il y a ces deux petites gamines qui étaient en 5e, toutes fluettes, qui viennent présenter leur plat devant Brigitte Macron, je me dis, c'est quand même des rencontres improbables, et c'est vraiment gagnant, parce que plus tard, l'oral de bac, etc. Ouais, il y aura des choses à raconter. Ouais, et puis surtout, on casse des codes, on casse des barrières psychologiques, etc. Donc il y a effectivement aussi tout cet aspect psychologique sur lequel on veut travailler. Et puis nos prochains combats, c'est peut-être autour de la formation aussi. On est en train de réfléchir dans 2 ans pour monter des modules de formation avec des CQP à l'issue pour les jeunes qui seront passés dans nos tamis d'ateliers de sensibilisation à l'aide alimentaire. Parce que on n'en parle pas, mais alors en ce moment, on va dire oui, il n'y a pas besoin de travailleurs dans l'hôtellerie et la restauration. Évidemment, les restaurants sont fermés, mais en fait, il y aura besoin. Et étonnamment, j'ai vu sur un article tout récent, qu'il y a une peur du manque de travailleurs qualifiés demain, encore plus dans l'hôtellerie et la restauration. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, en ce moment, il n'y a besoin de personne, ils sont tous en chômage partiel. Mais quand les restaurants vont rouvrir, beaucoup de jeunes n'iront peut-être pas dans ces filières en se disant bah ouais, mais si demain il y a une pandémie, etc., etc. Donc déjà, c'est un métier qui était fragile avec plus de 50 000 emplois avant Covid, qui n'étaient pas pourvus avec de l'emploi qualifié. Donc demain, voilà. Donc il y a tout ça. Et là, c'est un champ immense de possibilités. Faire que les jeunes puissent rencontrer des professionnels qui aiment leur métier, qui transmettent leur passion, parce que c'est des métiers de passion, peut-être les embarquer dans ces filières-là, etc. Et c'est des métiers où l'ascenseur social existe encore vraiment. Tout le monde connaît Thierry Marx. Thierry Marx, il faisait le coup de poing avec son blouson en cuir dans le 20e, il a été casque bleu, etc. S'il n'avait pas eu ça, s'il n'avait pas eu la cuisine, qu'est-ce qu'il serait devenu ? Ou j'avais rencontré il n'y a pas longtemps un chef étoilé à Paris qui me dit « mais moi, sans la cuisine, je serais en prison ». Voilà, donc voilà, des histoires comme ça, dans ces milieux-là, il y en a plein. Il y en a un paquet, en effet. Alors justement, si on s'intéresse un peu plus à toi en tant que personne, avec tout ce qui se passe en ce moment, est-ce qu'il y a un aspect de ta vie quotidienne que tu as commencé à faire évoluer pour un meilleur demain ? Ouais. Alors, j'ai envie de dire que j'avais anticipé un petit peu la crise et que ça fait longtemps. Alors, pour les sujets qui me concernent surtout, qui sont un peu mon quotidien, liés à l'alimentation, j'ai eu la chance de rencontrer ma femme. On s'est mariés en septembre, première fois de ma vie que je me marie. Et voilà, et qu'elle était en reconversion en naturopathie. D'accord. Donc déjà, la naturopathie, l'alimentation, c'est pas que l'alimentation, mais l'alimentation c'est une bonne part de ça. Donc en termes, alors moi déjà j'étais assez gourmand, on n'a pas oublié la gourmandise, hein, mais mais il y a des changements radicaux qui ont été menés, que j'ai menés il y a déjà maintenant 3-4 ans, en termes notamment de consommation alimentaire, hein, et aussi parce que je sais aussi que derrière l'impact que ça pouvait avoir, hein, donc il y avait vraiment cette idée de privilégier les circuits courts, des produits bio, etc., parce que c'est bon pour la planète et que c'est bon pour la santé. Et en fait, quand on voit la crise d'aujourd'hui, ça peut que nous donner raison. Le nez creux. Hein, oui, parce qu'en fait, cette pandémie, elle est liée aussi à de la déforestation, elle est liée aussi à du trafic d'animaux sauvages qui n'ont pas lieu d'être, etc. Ce qui, je ne suis pas un scientifique et je ne suis pas un expert là-dedans, mais de ce que j'ai lu et de ce que j'ai compris, c'est vrai que notre façon de consommer, de toute façon, elle nous emmène un peu droit dans le mur. Hein, donc moi, oui, évidemment, alors évidemment, avec le Covid encore plus, hein, mais très simplement, je pense que dans la vie, il faut varier les plaisirs, et plus on varie, moins on est sur du mono-plaisir, j'ai envie de dire,
moins on prend de risques. Hein. Donc si je devais donner un conseil, c'est celui-ci. Mais je pense que c'est valable pour l'alimentation, mais c'est valable pour tout. En fait, pour tout. Pour tout. Hein. Et pour tout, voilà. Et je pense quand même qu'il y a quelque chose, ça existait déjà, mais ça existe encore plus. Je pense que cette pandémie, moi, j'ai une grande sensibilité, mais elle a encore plus développé cette sensibilité. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je profite encore plus de l'instant présent. Hein, alors, ça existait déjà, je levais la tête quand j'étais dans Paris, je regardais des immeubles, je les admirais, je les voyais. S'il y avait des travaux, j'étais capable de dire « Ah mais t'as vu là, ils ont fait une piste cyclable, ils ont fait un truc... » Voilà, c'est quelque chose qui... je suis curieux de tout, mais je pense qu'encore plus avec la pandémie. Ouais. Ouais. Donc c'est aussi quelque chose, j'espère que beaucoup auront le même réflexe, mais quand on est confiné, qu'on est derrière sa fenêtre, on regarde un petit peu plus dehors et puis on se dit, tiens, c'est marrant, cet oiseau-là, je ne le connais pas, et c'est quoi, etc. Et on apprend des choses. Hein. Ouais, mais toujours y voir une opportunité en fait. Ouais, bien sûr. Si on se projette un peu, toi tu te vois comment dans 10 ans ? Dans 10 ans, je me vois... proche de la retraite administrative. Je ne sais pas si ça se dit. Qui y croit ? Mais en fait, non. Comment je me vois dans 10 ans j'ai envie de... Il y a quand même un truc fondamental, c'est que oui, on cuisine, oui, etc. Mais j'aime bien passer des messages. J'ai vraiment envie de passer des messages. Et par exemple, dans ce qu'on fait en ce moment, la semaine des écoles hôtelières, où je vais à la rencontre des jeunes, moi en plus, je suis un jeune comme eux, bon, j'ai un peu vieilli, mais qui a eu les mêmes préoccupations, qui a fait un peu le même parcours, etc. Et leur passer des messages, leur donner, alors, je ne sais pas s'ils captent tout, on va dire, mais leur dire que voilà, qu'il y a dans la vie, il y a plein de possibilités, leur donner des petites clés, leur donner envie de croire en eux, etc. C'est là-dessus, c'est vraiment vers ça que je veux aller, quoi. Et donc dans 10 ans, comment je me vois dans 10 ans, toujours avec la table des chefs, peut-être qu'il y aura un autre projet qui sera né, mais ce projet-là, il me plaît quand même bien. Donc je pense qu'on a, au Québec, ils ont 10 ans d'avance sur nous. Quand je vois où ils en sont aujourd'hui, j'aimerais bien être au même niveau que le Québec. Donc ça veut dire qu'il y a quand même du boulot. Hein. C'est quoi le niveau au Québec ? Par exemple, nous, aujourd'hui, on organise 300 ateliers de cuisine par an auprès de jeunes. Hein, et on a par exemple un programme qui s'appelle les brigades culinarières qu'on développe dans les collèges en réseau d'éducation prioritaire. Aujourd'hui, on est dans 13 collèges. Et on vient 10 fois dans l'année. C'est-à-dire que nous, on a 10 ateliers. Donc on fait 130 ateliers dans les collèges. Au Québec, ils sont dans 170 collèges où ils viennent 24 fois. Waouh ! Voilà. Donc c'est vers ça qu'on veut aller. Ce que je veux, c'est convaincre aussi nos gouvernants de nous soutenir. Jean-François, au Québec, il y a 2 ans, il y a eu une subvention de l'État, du ministère de l'Agriculture et des Pêcheries du Québec, à hauteur de 5 millions de dollars canadiens sur 5 ans pour aider à promouvoir, à développer ce programme des brigades culinaires. Bon, c'est vraiment ça que je veux. Moi, je veux un soutien des pouvoirs publics, parce qu'en fait, c'est absolument vital d'amener l'alimentation et l'apprentissage de la cuisine en milieu scolaire. C'est vraiment absolument indispensable. Mais on pourrait en parler des heures, mais pour des raisons de santé, hein, parce que ces gamins-là, si on les éloigne du sucre, du gras et du sel, on aura moins d'hypertendus, moins de diabétiques, etc. C'est absolument indispensable pour notre environnement. Moi, je dis toujours, il faut avoir conscience de ça. Moi, je ne l'ai pas compris, hein, j'ai mis longtemps à le comprendre, mais aujourd'hui, je suis hyper pointu là-dessus, parce que je me suis éveillé, hein, et je veux dire, j'ai envie que tout le monde s'éveille à ça. C'est-à-dire que dans notre consommation, je parlais de variété. Si on prend l'exemple de la pomme, ok, la pomme, je pose une question, je pense que peu de gens ont la réponse. En fait, si on consommait une variété de pommes différentes chaque jour, pendant combien de temps on pourrait consommer des pommes ? La réponse, c'est 20 ans. Okay, c'est-à-dire que pendant 20 ans, en mangeant une variété de pommes différentes chaque jour, sur toutes les pommes disponibles sur Terre, on pourrait manger des pommes pendant 20 ans. C'est incroyable. C'est surtout incroyable et aberrant quand on sait que 60 ou 70% de la consommation de pommes, c'est 4 variétés de pommes. Que ces pommes, c'est de la Granny Smith, tout le monde les connaît, hein, la Pink Lady, la Golden, et j'oublie toujours la 4e. Et en fait, ces pommes-là, elles ont été transformées, elles ont été, pour
plaire à des mais pour plaire même pas pour plaire à des consommateurs finalement, pour plaire à des équipes marketing qui ont dit ah bah oui mais si toutes nos pommes elles sont rouges, brillantes et de la même taille, on en vendra plus et puis ce sera plus facile pour les emballer, etc. Résultat, ces pommes-là, c'est des pommes qui sont extrêmement sensibles aux maladies, c'est des pommes qui sont donc truffées, remplies de pesticides. Une pomme comme ça achetée au supermarché, idéalement il faut retirer 1 centimètre de peau et de chair pour pas être embêté. On revient là sur le gâchis alimentaire. Ouais. Non mais je trouve ça juste complètement dingue et aberrant. Donc voilà. Donc c'est vrai que sensibiliser, éduquer, etc. Et donc santé. Tout à l'heure je parlais de la mixité. Et la cuisine aussi. La cuisine c'est aussi. On n'a pas parlé de plaisir, mais la cuisine c'est aussi du plaisir. Moi, je dis à ces gamins, je dis, mais si demain, t'es le roi de la paella dans ta rue, t'auras toujours des amis, parce qu'on dira, attends, on va aller chez Kevin manger la paella, t'as jamais mangé une paella comme ça. Donc je dis, apprenez au moins une recette. Mais je vous en prie, connaissez au moins une recette. Voilà. Et la transmission de la recette, après, elle est même transgénérationnelle. Tu te rappelles Papy quand il faisait sa paella ? C'est vrai. Et je veux dire, notre souvenir, notre mémoire à tous collective, par rapport à l'alimentation, c'est énorme. Elle reprenne son sens. Et puis, il y a aussi une chose importante, c'est passer le message aussi à ces jeunes que le budget alimentation, aujourd'hui, il est de 10% dans les foyers en France. Dans les années 50, il est aux alentours de 30%. Donc remettre l'alimentation... qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit ? Moi, je dirais qu'il y a l'alimentation, il y a l'habitat et le transport, parce qu'il faut pouvoir se déplacer. Donc si sur ces 3 grands volets de notre société, on arrive à être un peu plus développement durable, on arrive à trouver des alternatives, on arrive à remettre du sens là-dessus. Voilà, je trouve que c'est important. Petite confession, dans ma spécialité, c'est les œufs à la truffe, et j'espère bien la transmettre de génération en génération. Petite dédicace à certaines amies qui se reconnaîtront. Alors justement, tu parles beaucoup de transmission, je trouve que c'est central, et ça fait partie des valeurs et des piliers de Les Pieds dans Demain. Toi, à l'âge de, je sais pas, de 15-20 ans, c'est quoi le conseil que tu aurais aimé qu'on te transmette ? Bonne question. Merci. Bonne question. Moi, je pense que quand on a 15 ans, on a surtout envie d'être rassuré. Et moi, j'étais dans un contexte familial qui était un peu compliqué. Bon, après, il n'y a pas eu de maltraitance et tout ça, pas du tout. Et mes parents ne sont plus là, et je pense souvent à eux. Mais c'était un contexte un peu difficile. Ouais, il y avait un... Donc, si à l'époque, c'est ce que je m'évertue à faire. C'est-à-dire que si à l'époque, j'avais rencontré des gens qui faisaient un petit peu référence dans un métier, voilà, j'aurais eu des conseils et j'avais besoin de conseils et d'inspiration. Voilà. Et ce qui m'a manqué, c'est des gens inspirants. Et je pense que voilà, c'est ce que j'aurais aimé avoir quand j'avais 15 ans. Ouais. Très intéressant. C'est quoi ton souhait, toi, pour demain ? Moi, j'aimerais vraiment, et j'ai bon espoir pour ça, c'est que ce qu'on appelle les générations futures, ces jeunes, etc., j'ai vraiment envie, et je pense qu'il y a une mobilisation de la jeunesse qui existe. Alors, parfois je m'inquiète, je me dis est-ce qu'elle existe partout ? Ou est-ce que par exemple à Amiens elle existe un peu moins parce que c'est peut-être voilà, il y a des personnes qui ont qui sont peut-être moins équipées, etc. C'est peut-être un peu disparate l'engagement de ces jeunes, mais j'ai quand même l'impression que les jeunes prennent conscience qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire et ont vraiment envie de s'engager. Et je me dis, moi je m'en veux pas parce que je participe, mais je me dis qu'est-ce qu'on a foutu, quoi. Qu'est-ce qu'on a foutu, quoi. Et c'est là où parfois je me dis mais jusqu'où il faut aller, c'est-à-dire entre l'engagement, comme je le fais, qui est un engagement soft et enfin non mais important, mais ce que je veux dire en termes de revendication, en termes d'activisme, je veux dire. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, on est parfois à l'équilibre entre un engagement associatif très fort, etc., et puis un côté un peu activisme qui parfois déborde aussi un petit peu. Mais parfois, je me demande si c'est fou, mon envie de changement est tellement forte que je me demande s'il ne faut pas un peu plus d'activisme aussi pour faire bouger les lignes, parce que sinon, je ne veux pas être dans le catastrophisme, mais il faut faire vite, quoi. Il faut quand même faire vite. Et puis il y a des choses qu'on perd et qu'on récupérera jamais. Les vaquitas,
dans le golfe du Mexique, c'est dans le golfe du Mexique, oui, je crois, qui sont ces dauphins, voilà, je sais pas, il y a un an, il en reste 17 dans le monde, 17 dans l'océan. On va les protéger. Moins que des variétés de pommes, tu te rends compte? Ouais. Non, mais comment protéger 17 mammifères marins perdus dans l'océan, c'est foutu, quoi. Et donc, c'est vers ça qu'on va, et on va vers des destructions. Enfin, je parle de l'environnement, mais on pourrait parler aussi du social, la répartition des richesses, etc. Il y a vraiment des choses qui font que ça ne va pas aujourd'hui, quoi. Donc, c'est un peu tous ces sujets-là qui me préoccupent. Mais je pense, comme pour la table des chefs et l'alimentation, je pense que la solution, en tout cas l'espoir qu'on peut avoir, il viendra de la jeunesse, quoi. Donc il faut leur donner les moyens, il faut les inspirer, il faut leur donner les moyens de réfléchir. Peut-être que dans certains endroits, on a un peu moins les moyens de réfléchir, pour des raisons parfois purement matérielles, d'encadrement. Et voilà, donc c'est vraiment vers ça que j'ai envie de... C'est intéressant, c'est ce que disait Esther dans l'épisode 1, justement, qui parlait de tout faire pour croire en la génération de demain. Ouais. En effet, je pense que ce sont des sujets clés. Alors certains diront que c'est à nous encore de faire des choses, donc je trouve ça top, et c'est important. Et d'autres disent, on va tout faire pour déjà la nouvelle génération. Anticipons un tout petit peu. Mais je pense aussi qu'il y a un effet de résonance. C'est-à-dire qu'il y a une résonance aujourd'hui sur ce sujet-là auprès des jeunes, qu'il y a moins chez les gens de ma génération. Et donc, du coup, plutôt que de perdre du temps à convaincre les gens de ma génération, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont convaincus depuis ma génération, inspirons les générations futures, parce qu'il y aura, nos mots auront plus de résonance vers eux. Je pense qu'il y a aussi, c'est un peu comme dans le monde associatif, nous on a une toute petite structure, et ce qu'on veut, c'est avoir de l'impact. Donc il faut réfléchir aux moyens d'avoir le plus d'efficacité possible. Et l'efficacité, prendre son bâton de pèlerin et aller taper à la porte de tous les quinquas de France, je ne suis pas certain du résultat. Parce que, mais pourquoi? Mais c'est très simple. Parce qu'il y a un confort pour beaucoup qui s'est installé, parce que remettre en question des années de pratique, des revenus pour certains, parce que ça pourrait bousculer certaines choses. Voilà, donc oui, bien sûr. Je pense que ça viendra de la jeunesse, mais il faudra faire vite. Ouais. Justement, quand tu penses à demain, qu'est-ce qui te rassure? Qu'est-ce qui me rassure? Ouais. C'est quand même la faculté de rebondir, la faculté de s'adapter. On est destructeur, mais on est aussi tellement créateur, quoi. Beaucoup. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Ouais, quand tu penses à demain. C'est que ce qui me fait peur, je pense que ce qui me fait peur, c'est qu'on n'arrive pas à freiner tout ça et que tout disparaisse, qu'on détruise tout. Moi, je sais pas, il y a des choses qui me font peur. J'ai du mal aujourd'hui à regarder des émissions de télé qui parlent d'écologie. Et donc, si je ne regarde pas, c'est que j'ai peur. Quand j'étais gamin, je ne regardais pas les films d'épouvante parce que j'avais peur, ça me faisait peur. Sauf que là, c'est la vraie vie. Ouais. Non, mais c'est plus la fiction. Non, mais l'enfant que je suis toujours, il a peur de regarder des émissions sur l'écologie. Donc, qu'est-ce qui me fait peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait peur? C'est ça. Ce qui me fait peur, c'est qu'on n'arrive pas à renverser la tendance. Et puis, je me dis, oui, alors, d'un côté, je me dis, on a tellement de ressources et je vois tellement de belles initiatives, mais moi je baigne dans un milieu de l'ESS, avec des gens qui sont engagés, donc du coup c'est un peu biaisé. Voilà, bien sûr, biaisé. Et parfois je me dis, quand je vois des pays et pas des moindres, et la liste elle est longue, où à la tête de ces pays-là il y a des gens c'est des régimes totalitaires, etc. Je me dis, ou négationnistes sur même le climat, etc. Je me dis, le chemin, il est quand même long. Et la difficulté aussi, je pense, c'est que Internet, etc., ça a permis... en termes d'éducation, c'est un outil incroyable. On peut apprendre plein de choses. En 2 minutes, on a la réponse à une question qu'on se pose. Mais ça a aussi permis aux plus malveillants de communiquer, une communication de masse. Et si en face vous avez des gens qui n'ont pas l'éducation, qui n'ont pas le filtre nécessaire pour comprendre ou aller sur du 2e ou du 3e degré, c'est catastrophique.
c'est quand même catastrophique. Moi, je suis épaté de comment on peut embarquer les gens avec des discours d'une simplicité déconcertante. Voilà. Il y a un biais de négativité aussi chez les gens, je pense. On va plus vers la mauvaise nouvelle que la bonne, quoi, hélas. Ouais. Qu'est-ce que tu as hâte de découvrir? Qu'est-ce que j'ai hâte de découvrir? J'ai hâte de découvrir la nouvelle carte de mon restaurant favori. Quand il va réouvrir. Franchement, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Ouais, parce que, en fait, quand même, tous les chefs, là, il faut quand même savoir une chose, c'est que, bon, ils bossent pas, mais ils travaillent, en fait. Je suis sûr qu'en backstage, là, ils sont en train de travailler, d'essayer des recettes. Et je me dis, quand ils vont réouvrir les restos, mais ça va être une explosion de goût, une explosion de saveurs, de nouveautés. Et je me dis, ça, c'est quand même chouette. Ah ouais. Ça donne envie de mettre les pieds dans deux mains. Voilà. Donc, mon restaurant préféré, je le dis pour... voilà, c'est la Grenouillère. J'aime beaucoup la Grenouillère, à Montreuil-sur-Mer. C'est pas très loin d'ici, d'Amiens. Et c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup plein de restos. Alors après, malheureusement, je peux pas tous les payer, mais bon, mais voilà. Si tu devais proposer une mesure au gouvernement, qu'est-ce que ce serait? Alors, là, on est ensemble, mais normalement, je ne devais pas être là. Enfin, j'aurais pu ne pas être là. Parce qu'il y a un groupe qui s'est monté avec Sandrine Lefeur, qui est une députée du Finistère. Et c'est un groupe de réflexion sur un truc. Et moi, j'aimerais bien que ça voit le jour. C'est sur une sécurité sociale de l'alimentation. C'est-à-dire qu'en fait, de se dire, et le chemin, l'idée est en train de faire son chemin, mais de se dire qu'on doit tous avoir accès à la santé, et c'est ce qui se passe en France, hein, globalement, tout le monde a accès à la santé. Demain, on doit tous avoir accès à une alimentation de qualité. Et donc c'est un peu ça, l'idée de cette sécurité sociale de l'alimentation, elle passe par là, avec des prélèvements qui seraient des prélèvements automatiques, qui permettraient de redistribuer notamment aux gens qui n'ont pas les possibilités, moyens de se nourrir, mais avec des obligations d'aller chercher des produits qui seraient des produits en circuit court, etc. Et moi j'aimerais que dans le cadre de cette sécurité sociale de l'alimentation, on ait notre mot à dire sur la formation et l'éducation, parce qu'en fait, moi je le sais, quand on va vers des jeunes et qu'on leur apprend à cuisiner, on leur apprend à gérer le frigo, mais on leur apprend à acheter au bon moment, etc. etc. Donc finalement, on va leur permettre l'accès avec des moyens limités à une alimentation bien au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. Et c'est un peu l'idée. Donc en fait, donner, j'ai envie de dire, c'est un peu... Alors qu'il y ait des subventions demain pour que les gens puissent mieux manger, oui, mais si c'est pour... La difficulté, hein, c'est que l'idée, ce serait quand même que privilégier les circuits courts, privilégier des produits qui seraient peut-être des produits producteurs, etc. Mais ça reste quand même des produits bruts. Moi, je conseille à tout le monde d'acheter des produits bruts et pas acheter du surtransformé, hein, de l'ultra-transformé, parce que dans l'ultra-transformé, il y a tout ce qu'il ne faut pas et que la valeur nutritive de l'aliment a quasiment disparu. Donc voilà, le projet que j'aimerais, et alors, que j'aime vraiment voir se mettre en place, c'est celui-ci. Et on serait un peu les premiers, je pense, à faire ça. Et je trouve que... Ouais, je trouve que ça serait vraiment... Et en fait, c'est lié. C'est-à-dire que si demain, il y a une sécurité sociale de l'alimentation, nos frais inhérents à la sécurité sociale santé diminueront. Hein, parce que, évidemment, si demain, on mange tous bien, les frais liés à la santé vont diminuer de manière drastique. Donc en fait, l'investissement qu'on mettrait là-dedans, je veux dire, en termes... Il y a des répercussions. Bien sûr, si un contribuable dit « Ah oui, mais non, mais c'est quelque chose qu'on peut quand même expliquer ». Alors, le truc, c'est que ça, c'est pas rien, quoi. Mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation, c'est pas une petite mesurette, c'est un truc au long cours, c'est un truc qui n'a jamais été fait, c'est un truc qui changerait pas mal de choses. Mais c'est un peu ce que je pourrais reprocher, moi, aux politiques aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des politiques qui sont très court-termistes, hein, qui sont électoralistes. Hein. Les transformations qu'on doit mener aujourd'hui, c'est pas des transformations sur 2 ans ou 3 ans avec des résultats immédiats. Et il faut que, une fois de plus, c'est encore une histoire d'éducation, d'information. Il faut qu'on ait dans l'idée que si on veut changer profondément notre société, il faut qu'on s'engage sur du long cours, avec des projets au long cours, qui soient des projets inclusifs, qui mettront personne sur le bord de la route. Quoi. Il y a quand même, depuis une dizaine d'années, on entend parler sur les pesticides, etc. Il y a quand même des interdictions qui sont mises en place. Il y a une vraie mobilisation du grand... enfin, en tout cas, peut-être pas sur l'achat des produits finis. Et là, je trouve que
ce que j'appelle les consommateurs, ils ne sont pas assez nombreux. Hein. Aujourd'hui, avec notre carte bleue, on a vraiment moyen de choisir ce qu'on achète, hein, quand même. Bon, ça passe aussi par de l'information, de l'éducation, que peut-être certains n'ont pas. Mais en tout cas, pour ce qui est de la production, notamment agricole, etc., notamment les riverains, hein, des grandes cultures agricoles, etc., aujourd'hui, ils sont vent debout contre les pesticides, contre tout ça. Donc si déjà on arrive à éradiquer l'utilisation des pesticides sur l'ensemble du territoire, c'est peut-être pas demain la veille. Là déjà, au niveau des produits, on sera déjà un petit peu mieux. Et puis après, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que moi je parle toujours de la saisonnalité, mais c'est vrai que c'est compliqué de dire aux gens, pour prendre plaisir à quelque chose, faut qu'il y ait un peu, je pense, c'est un peu comme ça, il faut qu'il y ait un petit peu de privation avant. Hein. C'est-à-dire que si demain on va tous profiter de nos vacances, c'est parce qu'on aura été on en profitera encore plus que les autres années, parce qu'on a été en manque, on a été confinés, voilà. Et je veux dire, sur la saisonnalité, c'est exactement celle-ci. Moi, je pense que je peux attendre, et il y a tout le truc, il y a tout le schéma, l'attente intellectuelle qu'on peut faire sur l'arrivée, je ne sais pas, des gariguettes. Alors les gariguettes, elles arrivent au mois d'avril, hein, et puis après et puis les cerises au mois de juin, ça commence par je ne sais plus laquelle, et puis elles arrivent au fur et à mesure, etc. Et moi j'ai envie de dire, on prend du plaisir à attendre, on prend du plaisir à vivre la saisonalité. On est vraiment avec son temps et pas avec autre chose, on n'est pas déconnecté. Manger des mangues toute l'année, c'est un truc. Ah oui, il y a des mangues de l'hémisphère nord, des mangues de l'hémisphère sud, et en fait, on produit des mangues partout dans le monde toute l'année pour que tout le monde puisse manger des mangues quand il veut. Mais c'est pas vers ça qu'il faut aller, c'est surtout pas vers ça qu'il faut aller. Hein, il faut vraiment aller vers. Une sobriété, c'est comment dit Pierre Rabhi, une sobriété heureuse. Une sobriété heureuse, c'est ça. Hein, il faut être plus sobre, il faut clairement être plus sobre si on veut préserver notre planète, si on veut aussi nous préserver nous. Hein. Donc il faut qu'on cultive notre sobriété et savoir vivre là, voilà, au rythme de la saison. Ça. Alors ça, voilà. Après, sur l'accessibilité, je reviendrai juste comme ça, il y a quand même des gens, je connais quelqu'un qui a une association qui s'appelle VRAC, où VRAC, c'est des produits en vrac, et c'est l'idée que dans les quartiers, on puisse avoir des produits bio au même prix, on va dire, que les autres. Donc il travaille beaucoup là-dessus. Il a ouvert, je ne sais plus, une dizaine de points en France, hein, où dans les quartiers, il propose des produits bio, il va en bas des tours pour leur dire, voilà, vous pouvez, c'est possible de bien manger. Mais voilà, tout ça... Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Que t'évoque le nom du podcast, Les Pieds dans Demain? Vous avez 2 heures. Les pieds dans demain, pour moi, les pieds dans demain, c'est un peu les pieds dans le plat. Hein, un peu. Donc ça rejoint encore à la bouffe. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Mais moi, les pieds dans demain, il y a une histoire de... Enfin, moi, qu'est-ce que ça m'évoque? C'est... Les pieds dans demain, c'est une envie d'aller vers demain. Hein, c'est-à-dire que les pieds, c'est fait pour marcher, c'est pour avancer. Hein. Alors, parfois, on marche à reculons. Très peu. Pas ici. Pas ici. Non, mais même si le nombre de kilomètres que j'ai fait reculons dans ma vie... Donc les pieds dans demain, c'est on va vers demain, voilà. Donc pour moi les pieds dans demain, c'est on n'a pas peur de regarder demain, on a envie d'y aller et on va tout faire pour que demain soit fier de nous accueillir et content de ce qu'on a fait et même de la correction qu'on aurait pu faire de nos erreurs passées, quoi. Hein, donc pour moi les pieds dans demain, c'est un titre que j'adore. Mais non, mais parce que moi je regarde toujours devant, quoi. Je regarde aujourd'hui, hein, j'essaye d'être centré, et puis je regarde demain en me disant bon, on va faire des trucs. En tout cas, même si ça venait à mal se passer, c'est possible hein, que ça se passe mal. Au moins, j'ai envie de dire, c'est pas le terme, on aura les armes à la main, c'est un peu trop guerrier comme terme, mais ce que je veux dire c'est que on aura tout fait, on aura essayé. Ouais, on aura essayé. Moi, je veux dire, je peux pas rester inactif, etc. Puis bon, on a tous qu'une vie. Voilà, j'ai envie à la fin de ma vie, j'ai envie de me dire bon, c'était quand même chouette. On n'a pas tout réussi, mais j'ai fait pour le mieux. Tu as participé en tout cas à un projet plus grand. Si demain était une personne, justement, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? J'aimerais lui dire bon, nous voilà, le chemin était long, il a été semé d'embûches, mais bon, parfois, c'est quand même bien marré, quoi. Et moi, justement, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour demain? En fait, ce que tu peux me souhaiter, c'est de... Parce qu'en fait, je suis de manière assez pragmatique, je suis en transition professionnelle. Donc, c'est de pouvoir continuer de vivre de ma mission et de ma passion. C'est ce que j'aimerais, voilà. Un grand merci, Vincent. Je t'en prie.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous donne autant envie que moi de mettre les pieds dans demain. Parlons peu, parlons futur. Vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube, en partageant des épisodes ou encore en mettant des étoiles et des commentaires. Cela me conforte dans l'idée que ce podcast fait du bien. Vous n'avez pas idée comme cela me met en joie. Vous pouvez suivre les aventures du podcast sur le compte Instagram @lespiedsansdemain_8. Et enfin et surtout, un grand merci à Karl Moreau pour son professionnalisme et son infaillible soutien pour le montage de chaque épisode, Camille Lalou et son talent pour l'illustration du podcast. On se retrouve vendredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez bien du moment présent avant de réfléchir à demain.